Madame, monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous pour suivre l'actualité de ce mercredi 20 juillet. Coup de pression ce matin au port de Longoni. Les femmes leaders se sont rendues sur place pour dénoncer des dysfonctionnements. Elles évoquent des pratiques agitées de la directrice adjointe des ports avec un cabinet d'avocats et demandent au conseil départemental le remaniement immédiat du service des ports. Nous reparlerons de la vie chère dans cette édition. L'examen du projet de loi pouvoir d'achat a commencé à l'Assemblée nationale depuis lundi. Une loi qui provoque dans les débats la colère des députés ultramarins. Explication à suivre. Et puis nous reviendrons sur cette formation des conseillers information jeunesse. Elle s'est tenue aujourd'hui au CRI à Cavani. L'occasion pour les stagiaires du jour de développer leurs compétences et de répondre encore plus aux besoins des jeunes dans les communes de l'île. Détournement de procédure, délit de favoritisme. Voici des accusations qui viennent de l'association des femmes leaders de Mayotte. Elle reproche à la direction des ports à Longoni des dysfonctionnements concernant la signature d'une convention d'assistance juridique avec un cabinet d'avocats. Un cabinet contesté par l'association qui s'est rendu ce matin au port pour demander des explications. Sur place, Jaïdi Maolida, Daniel Abdou. Procédure de passation de marché public non respectée, montant extravagant versé, l'association des femmes leaders réclame des explications auprès de la direction du port. En cause, la mauvaise gestion supposée dans la convention d'assistance juridique signée avec un cabinet d'avocats depuis 2016. Ce cabinet-là, est-ce qu'il avait passé un concours pour rentrer? Est-ce qu'il y a eu un appel d'offres où il a été pris comment dans ce port et pourquoi ça fait longtemps qu'il est là et qu'il ne bouge pas. Or, on sait qu'il y a beaucoup de cabinets d'avocats à Mayotte. On se demande qu'est-ce qui se cache dans cette histoire-là. En sachant très bien, je l'ai dit, que le département n'a jamais gagné un contentieux. Les femmes leaders ont pu être reçues par la direction du port. Après les échanges et sans vouloir rentrer dans les détails, la directrice du service affirme qu'un accord était conclu. Elles avaient un certain nombre de revendications à faire valoir. Je les ai écoutées et puis j'ai fait part à ma hiérarchie qui a préconisé un certain nombre de réponses qui va dans le sens des attentes de l'association. On s'est mis d'accord sur un certain nombre de choses, sur des délais précis à respecter et donc ces délais sont respectés. La présidente des femmes leaders annonce la décision aux autres membres de l'association. Elle nous en dit un peu plus sur les discussions engagées. Elle n'a pas pu tout répondre, mais ce qu'elle nous dit, que le cabinet en question a déjà entamé des travaux qui étaient déjà payés. Elle demande juste qu'on lui laisse faire le travail qui est déjà payé. Après, on lui dira que merci, il sera remercié, on prendra un autre cabinet. D'autres revendications liées au fonctionnement du service auront également été abordées. Et là aussi, l'association estime avoir eu gain de cause. Questionnée sur l'éventualité d'une action intentée en justice, la présidente des femmes leaders estime que ce n'est pas le rôle de l'association. La politique, alors que les députés ont entamé ce lundi l'examen du projet de loi pouvoir d'achat à l'Assemblée nationale. La première soirée de débat a été marquée par la grosse colère des députés ultramarins. On vous explique pourquoi avec Alban Lucien. Rupture d'égalité. Ces quelques mots ont suffi à mettre le feu aux poudres lors de la première journée d'examen du projet de loi pouvoir d'achat à l'Assemblée. À ce moment-là, il est question d'un amendement pour majorer outre-mer le plafond de la prime Macron, rejeté. Cet amendement entraîne là encore une rupture d'égalité entre les salariés bénéficiaires qui doivent rester uniformes sur tout le territoire national. Nous, population des Outre-mer, nous vivons cette rupture d'égalité au quotidien. Moi, je viens d'un territoire où 40% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Un terme peut-être juridique, mais maladroit, et qui passe mal auprès des députés des Outre-mer et de leurs collègues. Beaucoup de députés, pas seulement des députés d'Outre-mer,
ont considéré que l'incident était suffisamment grave pour solliciter une suspension de séance et venir enfoncer le clou après pour que ce gouvernement et que cette majorité comprennent définitivement que nous avons des problématiques particulières dans ce qu'on appelle les Outre-mer. Tout est plus cher en Outre-mer et les minima sociaux ne sont pas les mêmes que les nôtres. Il y a donc une rupture d'égalité flagrante en Outre-mer qui n'est pas prise en compte dans ce texte sur le pouvoir d'achat. Et on a une rapporteure qui, hier, d'une manière technocratique, pour le moins maladroite, voire humiliante, nous dit on ne peut pas prendre en compte la spécificité des Outre-mer parce que ce serait une rupture d'égalité. On marche sur la tête. Au cœur du problème, donc, ce projet de loi sur le pouvoir d'achat qui ne comporte aucun chapitre sur les particularités des Outre-mer. Pourtant, ces territoires connaissent un taux d'inflation plus important que celui de l'Hexagone. Madame Borne, Première ministre, ensuite hier, Monsieur le maire, ministre de l'économie, ont très bien stipulé que oui, ils ont un œil attentif sur les territoires ultramarins. Sauf que dans les faits, il n'y a rien. On voit bien aussi au niveau de ce texte-là qu'il n'y avait rien été prévu au départ de cette loi pour les territoires ultramarins. Donc ça veut bien dire qu'on ne prend pas en compte la réalité, on continue à en raconter des histoires. C'est le second gouvernement Macron, il y a déjà eu, je pense, 5 ans de ministère de l'Outre-mer. Il y a eu les assises de l'Outre-mer avec un document de 200 pages qui a été produit, notamment sur la cherté de la vie. Et là, rien. L'examen du projet de loi doit se poursuivre jusqu'à jeudi. Et à propos de cette loi en cours d'examen à l'Assemblée nationale, je vous propose d'écouter la réaction du député Mansour Kamardine. On a un projet de loi probablement qui serait intéressant pour la France métropolitaine, mais que, d'une manière générale, et ça nous le doute, elle ne parle aucunement aux collectivités d'outre-mer. Vous savez, les outre-mer sont des collectivités que nous considérons à part entière à la République, mais qui sont toujours considérées comme des collectivités entièrement à part. Et ça nous heurte au plus profond depuis très longtemps. On espérait qu'après les élections, après les résultats que nous connaissons, où effectivement nous avons exprimé notre désaccord d'abord de se trouver à chaque fois mis à l'index et puis ensuite toujours discriminé. Je veux simplement espérer qu'à un moment ou à un autre, le gouvernement reviendra les pieds sur terre et comprenne que l'outre-mer fait aussi la fierté de la France. Et à propos de Mansour Kamardine, nous apprenons que le Conseil d'État vient d'annuler les élections départementales du canton de Sada-Chirongi qui s'étaient déroulées en juin 2021. Pour rappel, le binôme Mansour Kamardine-Tahamida Ibrahim l'avait emporté avec une cinquantaine de voix d'avance. Un recours avait été introduit par leurs adversaires pour irrégularité. Le Conseil d'État vient donc de trancher. Il faudra retourner aux urnes pour voter de nouveaux conseillers départementaux dans le canton de Sada-Chirongi. Une nouvelle élection sera organisée dans un délai de 3 mois. La suite de nos informations avec ce chiffre, 11 520 personnes en situation irrégulière reconduites à la frontière. C'est le bilan de ce premier trimestre 2022, un chiffre important mais en baisse par rapport à l'année dernière. Plus de détails avec Jamila Swadiki. La majeure partie de ces reconduites à la frontière concerne les Comores, le reste 245 s'effectue vers Madagascar. Les interpellations à terre sont en baisse, 10 532 contre 12 329 en 2021 à la même période. Même tendance pour ce qui est de la protection des frontières, avec 359 quassas détectés et 224 interceptés. C'est moins bien que l'année précédente, mais c'est sans doute le résultat des efforts qui ont été faits depuis octobre de l'année dernière qui commencent à porter leurs fruits avec une surveillance aérienne accrue qui vient en appui aux intercepteurs en mer. Leur présence ont été également renforcées et ont pu empêcher 80% de tentatives d'entrée à Mayotte. 67 quassas ont même fait demi-tour. 3000 étrangers en situation irrégulière ont été interpellés et 2000 cartouches de cigarettes de contrebande ont été saisies. Parallèlement, un travail d'investigation a mis à jour des réseaux de passeurs avec 3 condamnations et 2 incarcérations concernant une filière malgache
VIH et une incarcération dans le cadre d'une filière comorienne qui aurait permis le transport de 10 000 étrangers en situation irrégulière. Les récents travaux à l'Ilom Tsamboro doivent contribuer à intensifier la lutte contre l'immigration clandestine. L'immigration clandestine à Mayotte qui a été notamment au cœur de l'échange entre la députée Estelle Youssoufa et la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Catherine Colonna, la parlementaire mahoraise qui aura aussi abordé la question de la candidature de Mayotte aux Jeux des îles 2027. Je vous propose de découvrir cet échange. C'était hier lors des questions au gouvernement. Monsieur Azali qui encourage, sinon orchestre, l'afflux migratoire qui, de l'avis des précédents gouvernements, déstabilise complètement Mayotte et qui empêche toute politique publique. Monsieur Azali qui refuse par ailleurs à nos sportifs mahorais et français l'honneur et la gloire de chanter la Marseillaise et de porter nos couleurs nationales lors des rencontres sportives. Monsieur Azali qui porte la candidature des Comores à l'organisation des Jeux des îles en 2027, alors que Mayotte est candidate pour accueillir cet événement, candidature annoncée depuis plusieurs années. Le Conseil départemental de Mayotte attend d'ailleurs depuis plusieurs mois la réponse de l'État pour sa demande de cofinancement des Jeux et ainsi pouvoir boucler notre dossier. Ainsi, ma question, Madame la Ministre, la France va-t-elle appuyer la candidature d'un pays qui attaque la souveraineté nationale ou soutenir pleinement et uniquement Mayotte pour accueillir les Jeux des îles de l'océan Indien en 2027 ? Madame la députée Youssoufa, vous m'avez posé deux questions en réalité. La première porte sur l'organisation des Jeux des îles en 2027 et je vais être très claire. Si Mayotte souhaite se porter candidate pour les accueillir, la diplomatie française sera mobilisée pour défendre sa candidature auprès des membres de la commission qui organise ces Jeux. N'en doutez pas. Sur votre deuxième question, Madame la députée, je peux vous assurer de la détermination de la France à appuyer encore ces bonnes relations avec les Comores, comme vous l'avez souligné, et ces relations sont nécessaires pour lutter contre la pression migratoire sur Mayotte. Depuis 2019, nous avons obtenu des autorités comoriennes de pouvoir procéder à une opération de reconduite des clandestins par jour. Une opération par jour. Plus de 20 000 éloignements de Comoriens en situation irrégulière ont ainsi été opérés en 2021. Nous soutenons également les opérations des forces comoriennes à terre et en mer pour empêcher le départ des barques depuis l'île d'Anjouan. Et j'ajoute, Madame la députée, que depuis 2019, nous mettons en œuvre avec l'AFD un important plan de développement de 150 millions d'euros pour lutter contre les causes profondes des migrations, en particulier pour créer des opportunités économiques pour les jeunes aux Comores. Ce plan met l'accent notamment sur l'île d'Anjouan, d'où partent, comme vous le savez, la plupart des migrants. Je vous remercie. Et voilà pour ce chapitre consacré à la politique. Ils sont animateurs en mairie, à la Cité des métiers et au Centre d'information jeunesse, le CRIJ. Ils accueillent, informent et orientent. Et aujourd'hui, ils étaient en formation pour relever leur niveau de compétences sous les yeux attentifs d'Hachim Saïd Hachim et Youssouf Abed Matouar. Former les animateurs au métier d'informateur jeunesse, c'est la mission de Fatima Ndiaye, responsable formation en Île-de-France. Donc le métier d'informateur jeunesse, c'est quoi ? C'est d'accompagner, d'accueillir, d'informer tout jeune, tout niveau, qui souhaite travailler sur son projet d'orientation, trouver un emploi, trouver un stage, partir à l'étranger. Donc c'est vraiment nos missions principales. On est vraiment sur les politiques jeunesse. Et l'idée, c'est vraiment de faire réseau et de permettre à ces professionnels de devenir compétents sur ces questions. Dans cette formation, ils apprennent à collecter et à restituer la bonne information, quelle que soit la thématique. Pour moi, elle va me permettre de solidifier les compétences que j'ai pu avoir en tant que service civique et de pouvoir mieux répondre aux besoins de la jeunesse, mieux savoir comment aborder certaines thématiques avec eux. Après leur formation, ils deviendront référents et accompagneront les jeunes durant leur parcours d'insertion. Un jeune qui se présente chez nous pour avoir des informations sur une formation. On va déjà chercher si la formation se fait à Mayotte. Après, ça sera aux jeunes de contacter le centre de formation pour avoir plus de renseignements afin qu'ils puissent intégrer la formation le plus rapidement.
Ces professionnels ont une connaissance de leur environnement local. Aujourd'hui, ils ont besoin d'un cadre pour élever leur niveau de compétence à hauteur du national. Il y a un référentiel métier, il y a un label à respecter avec un cahier des charges. L'idée, c'est vraiment de leur donner des outils, de leur permettre justement de bénéficier de ces outils de réseau pour pouvoir travailler en réseau avec le CRIJ de Mayotte. 90% des personnes formées au métier d'informateur jeunesse sont issues des communes. Prochainement, les jeunes de Mayotte seront accueillis, informés et orientés au même titre que ceux des 1300 structures du réseau national. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis et merci pour votre fidélité à ce journal. On se retrouve dans un court instant pour le journal en maoré. Excellente soirée sur la première et à tout à l'heure.